Le Move. Le midi 2, le point sur l'info à la mi-journée sur le Move. Bonjour, jusqu'à 14h en direct, c'est le midi 2, c'est le point sur l'actualité à la mi-journée. Bonjour Amael. Bonjour Philippe, on va parler par exemple des coulisses de l'industrie du disque. Coulisses détaillées dans un livre, Tout le monde vous dira non, livre signé Hubert Mention qui sera avec nous dans quelques minutes. Le midi 2 sur le Move, Philippe Dana et Amael Guiton. Et on va ouvrir la première page magazine de ce midi 2 avec notre invité Hubert Mention. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre absolument passionnant qui s'appelle Tout le monde vous dira non, que j'ai dévoré entièrement parce qu'il est consacré à un sujet qui nous intéresse tous finalement, la musique, le marché de la musique avec ses corollaires, par exemple la radio qui s'assure donc de la promo souvent des disques. On va en parler donc jusqu'à midi et demi avec vous. Alors Hubert Mention, vous êtes donc avocat spécialisé dans les contrats du show business, comme on dit. Vous vous y êtes intéressé en fait parce que vous êtes un peu tombé dedans. Vous êtes l'auteur de ce tube. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse, c'est l'amour. Voilà, donc c'est l'amour, titre signé Léopold Nord et vous, c'était à la fin des années 80 et du coup c'est vrai que vous vous êtes un peu lancé dans l'exploration du showbiz. Qu'est-ce qui a changé dans le marché de la musique entre cette époque et aujourd'hui ? Tout a changé parce que, vous savez, autrefois, je parle d'autrefois, à partir des années 80-90, c'était un milieu qui attirait beaucoup de papillons de nuit à cause de l'argent qu'il y avait moyen de faire dans la musique. Et je pense, d'ailleurs, je le dis un peu dans Tout le monde vous dira non, que la crise du disque est une très bonne nouvelle parce que tous ces gens qui cherchaient uniquement l'argent vont aller le chercher ailleurs et on aura peut-être plus d'artistes dans le show business de demain que dans celui d'hier. Alors, il y a quelque chose qui est très frappant. D'abord, il y a beaucoup d'anecdotes et c'est souvent avec beaucoup d'humour que vous nous racontez de ce monde. Il y a quand même un point à faire en ce début d'entretien sur où en est le marché de la musique aujourd'hui, parce qu'effectivement beaucoup de choses ont changé. On voit bien que la dématérialisation des supports, l'arrivée d'Internet a changé beaucoup la donne. Donc ce serait intéressant de faire juste un point synthétique pour ceux qui nous écoutent. Le marché de la musique aujourd'hui, il en est où ? Alors, d'un point de vue mondial, évidemment, la situation est un peu différente de ce qu'on peut trouver dans chaque pays, mais on peut dire qu'en général, il y a un énorme déclin du disque, ça c'est sûr. Le disque est un produit qui est en fin de cycle. Tous ceux qui ont fait un peu de marketing savent que voilà, il y a des produits qui ont un cycle de vie et puis à un moment donné, le cycle de vie se termine. C'est le cas du disque. La différence évidemment avec ce qui s'est passé autrefois, par exemple la cassette, c'est que depuis la numérisation, l'argent du disque a quitté l'industrie du disque. Ça c'est la grande nouvelle. Donc ça diminue de à peu près 15-20% par année et par pays. Il y a des pays où ça diminue moins. J'habite à Montréal et au Québec, on s'aperçoit que le choc est beaucoup moins important parce qu'il y a plus d'indépendants. Mais est-ce que ça veut dire que les grandes maisons de disques, enfin on pense à Warner, Universal, etc., gagnent moins d'argent aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire qu'elles ont trouvé des solutions de remplacement pour pallier le manque de revenus ? Vous savez, elles n'ont pas vraiment trouvé de solution. Quand on voit la réaction de l'industrie du cinéma, par exemple, au téléchargement, puisque tout le monde pense que le téléchargement est la cause de cette chute, on s'aperçoit que le cinéma a trouvé une solution très intelligente, c'est le 3D. Cinéma en 3D, on peut pas encore voir ça sur Internet, donc ils ont inventé quelque chose de nouveau plutôt que de passer leur temps à interdire. L'industrie de la musique, qui malgré sa réputation est une industrie très souvent retardataire, n'a rien trouvé d'autre que de faire des procès. Et donc c'est mis à dos toute la population, toute sa clientèle, et il est très curieux de constater qu'une industrie qui est quand même basée sur l'image ait pris si peu de soin de sa propre image. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique est détestée. Je vois Pascal Nègre a sorti un livre dernièrement. Pascal Nègre, je vois que c'est le patron, pour le préciser, c'est le patron de Universal Music en France. C'est ça. Et je l'ai bien connu du temps où il était attaché de presse. Et je vois que les gens se déchaînent contre lui. Il y a vraiment un problème. L'industrie du disque aurait dû soigner son image, mais elle a une image basée uniquement sur le profit, basée uniquement sur l'argent, basée sur le végétarien instantané. Et c'est très dommage. Et ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, la réaction de l'industrie de la musique au numérique. Alors c'est d'abord effectivement de se battre contre le peer-to-peer avec des procès. Gros retard à l'allumage sur la mise en ligne de vrais catalogues. Et puis ils freinent des cas de fer sur la possible mise en place d'une licence globale. Donc ils sont sans arrêt avec 15 wagons de retard. C'est assez dingue en fait. C'est tout à fait dingue. Vous avez raison. C'est tout à fait incroyable. Évidemment, le grand événement historique, c'était Napster. Je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent, mais Napster au début était un site où on pouvait aller télécharger, s'échanger
télécharger en réalité des fichiers musicaux tout à fait gratuitement. Et les analystes considèrent que le procès qui a été fait à Napster par l'industrie de la musique a signé la mort de l'industrie de la musique, parce que on a calculé que si l'industrie s'était associée à Napster en disant écoutez, vous avez ici des clients, des consommateurs, on a la possibilité de connaître le nom de chaque consommateur, l'adresse de chaque consommateur pour les musiques qu'il télécharge, c'est une banque de données extraordinaire. Demandez aux utilisateurs de payer, on a fait le calcul, de payer $10 par mois, parce qu'à l'époque, les gens étaient tout à fait habitués à payer pour avoir de la musique. S'ils avaient collaboré, l'industrie musicale serait florissante aujourd'hui. Or, ils n'ont pas du tout fait parce que ils avaient peur, ils ne connaissaient pas. Il faut quand même dire que les bonzes de l'industrie musicale de l'époque étaient des gens relativement âgés qui croyaient qu'Internet servait uniquement à s'envoyer des films porno. Et ça a été la chute de l'industrie. Et ça a expliqué alors l'autre étape tout à fait étonnante, c'est l'accord avec iTunes, puisque l'accord avec iTunes est un accord qui est très peu intéressant pour l'industrie musicale, parce que l'industrie musicale reçoit à peu près 60 cents par titre vendu. En plus, on a eu une sorte de 45 tours numériques. C'est très dommage. L'accord avec iTunes a pu être fait parce qu'il s'était fait un peu avoir par Napster. Mais sinon, on en serait tout à fait. Mais quand vous dites ils reçoivent 60 cents par titre, ça veut dire que pour comparer à autre chose, ça veut dire que ça représente quoi par rapport à avant? Vous savez, avant, c'était quand même le 45 tours. Donc, pour un 45 tours, une maison de disques touchait à peu près 40% du prix de gros. Je me souviens plus exactement quel était le prix de gros d'un 45 tours, mais enfin, c'était beaucoup plus élevé qu'un dollar ou €1. Alors, aujourd'hui, à quoi sert une maison de disques? Alors, aujourd'hui, c'est ça. Une maison de disques, curieusement, on pourrait dire, et beaucoup d'artistes croient, parce que c'est un livre que j'ai quand même écrit pour les gens qui veulent se lancer dans ce milieu et pour un peu leur donner les outils que moi, je n'ai pas eu au moment où je m'y suis lancé. Et je dois dire que beaucoup d'artistes, malheureusement, croient qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de maisons de disques. Alors que, selon moi, les maisons de disques n'ont jamais été aussi indispensables qu'aujourd'hui, justement à cause d'Internet. Parce qu'Internet, il y a évidemment, les artistes croient tous qu'il suffit d'avoir son site et puis tout le monde va venir télécharger ses chansons. C'est complètement faux, bien entendu, parce que où est la promotion? Qui va faire la promotion? Qui va savoir que cet album existe? Donc c'est aujourd'hui qu'on a besoin des maisons de disques parce qu'elles ont une force promotionnelle qui est d'une efficacité extrême. D'ailleurs, écoutez, sur pratiquement aucune radio, malgré MySpace et malgré tout ce qu'on peut voir sur Internet, sur pratiquement aucune radio, on entend des enregistrements issus d'Internet. Ce sont toujours des enregistrements qui viennent de maisons de disques. Donc moi, je dis aux artistes, collaborez avec les maisons de disques, mais sur base peut-être de nouveaux accords. Alors effectivement, sur la question des radios, vous expliquez à quel point elles comptent encore pour construire une carrière. J'ai retenu un petit exemple qui est effectivement assez étonnant. Voilà, donc c'est Tubular Bells de Michael Field, premier gros succès de Virgin. Et alors ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement Virgin donc se lance, signe Michael Field, se retrouve avec ce morceau qui au départ est très très long, le propose à toutes les radios qui la plupart disent non, et puis il y en a une qui va le passer. Et à ce moment-là, tout s'enchaîne et le Tubular Bells va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. Et va en plus lancer Virgin d'une certaine manière. Et j'adore cette anecdote parce que c'est vraiment la magie du show business parce que pour moi, ça a été le cas, et c'est le cas pour beaucoup de gens, qu'en une fraction de seconde, un destin change. Parce qu'il a suffi qu'un programmateur à Londres dise oui, je vais le passer, pour que tout change, non seulement la carrière de cet artiste, mais la carrière de Richard Branson. Et moi, ça a été la même chose aussi. Il a suffi que quelqu'un dise oui pour un titre, et puis je me suis retrouvé à vie dans le show business. Alors moi, ça m'a toujours fasciné, cette espèce de magie de l'instant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail avant. On travaille pendant des années pour avoir cette petite minute où tout va changer. Mais ce point de bascule, moi, je trouve qu'il est tout à fait fascinant. Alors, c'est un livre très complet. Il y a des aspects très sérieux comme ceux qu'on vient d'aborder dans cette première partie. Puis alors, il y a beaucoup d'anecdotes. On y revient dans quelques instants. Le Midi 2 avec Philippe Dana et Amaël Guiton sur le Move. There's no business like show business. On parle de l'industrie de la musique avec notre invité Hubert Mention, auteur d'un livre qui s'appelle Tout le monde vous dira non. On y revient dans quelques instants, juste après ça. En fait, non, on y va tout de suite. Eh ben, allons-y tout de suite. On y va tout de suite. Alors, sur une des anecdotes les plus croustillantes de ce livre, c'est la manière dont Madonna a, entre guillemets, piégé sa maison de disques. Alors, vous racontez qu'en gros, elle a un entretien avec Michael Jackson qui lui donne un peu les rouages. Et puis, donc, elle va leur proposer un truc assez incroyable, une espèce de projet comme ça, très englobant, où il y a un bouquin, il y a un film, il y a un album, il y a un concert live, il y a un clip. Du coup, elle mérite bien son surnom de...
Voilà, la victoire de la Material Girl qui arrive donc avec cet énorme projet. Sa maison de disques est très contente parce que c'est exactement ce qu'elle attend. Et en gros, voilà, après, elle va pouvoir négocier notamment de pouvoir monter sa propre structure de production. Oui, et vous savez, c'est une très bonne remarque que vous faites là parce que ça suit un peu ce qu'on disait avant. C'est une des solutions à la crise du disque. Hein. C'est-à-dire que Madonna, ce qu'elle a fait finalement, c'est sortir du disque pour apporter pour profiter de sa notoriété dans d'autres secteurs. Puisque je suis une star et que tout le monde me connaît, pourquoi ne pas faire aussi un livre, un calendrier, un film, etc., etc. Et donc, elle a convaincu Warner en l'occurrence de lui faire un méga deal. C'est-à-dire que finalement Warner s'est occupé de tout moyennant des avances absolument colossales. Et aux États-Unis, bon, on le voit de plus en plus, les grandes stars sont en train de quitter l'industrie purement musicale pour aller se faire distribuer par des gens qui ne sont pas des maisons de disques, qui sont plutôt des organisateurs et des producteurs de concerts, parce que tout le monde fuit le bateau. En réalité, tout le monde fuit le bateau du disque et on va essayer de trouver l'argent ailleurs, et spécialement dans les spectacles. Mais il faut dire que beaucoup de gens pensent que le spectacle est en train de rattraper ce qu'on perd dans le disque. C'est complètement faux. Ce n'est vrai que pour les grandes stars. Hein, pour les gens qui sont des artistes débutants, ben, il n'y a plus d'argent ni dans le disque, ni dans le spectacle. Alors on va parler de la radio puisque nous sommes à la radio. Il y a des pages là pour le coup assez amusantes concernant le passage des disques à la radio et notamment les outils de la promotion radio. Je vous les cite du lance-pierre au missile. Premièrement, envoyer le CD à la radio et attendre qu'elle le passe. Deuxièmement, appeler le programmateur pour lui dire que son concurrent autorise et adore le titre. Troisièmement, inviter le programmateur au lancement du disque qui a lieu à Hawaï. Quatrièmement, proposer au programmateur de rester encore quelques jours à Hawaï. Cinquièmement, payer le programmateur pour qu'il passe le disque. Sixièmement, offrir la coédition du titre à la radio. Septièmement, offrir à la radio des points sur les ventes du disque. Huitièmement, offrir la coédition et des points sur la vente du disque et un voyage à Hawaï avec ça pour assister au vidéoclip. Bon, j'arrête là, mais ça montre le rapport qu'ont les maisons de disques avec les radios. Et puisque nous sommes sur une radio de service public, je précise, donc pas forcément avec les mêmes rapports. J'aimerais bien qu'on passe un petit moment sur ce sujet. Oui, mais parce que les radios pour les maisons de disques, c'est vraiment l'outil le plus absolu. Sans le soutien des radios, les maisons de disques ne peuvent rien faire. Et ce qui est étonnant, c'est que la première question que se pose un directeur artistique dans une maison de disques, c'est est-ce que ça va passer en radio? En dehors de la question de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est ceci ou est-ce que cela, est-ce que les radios vont aimer? Et les maisons de disques sont paralysées devant les radios. Moi, j'ai toujours vu ça dans tous les pays du monde. Les maisons de disques sont vraiment paralysées. Donc, évidemment, ceci est un tout petit peu exagéré, mais pas trop, parce que dans les années 50, 60, on voyait des coéditions avec des radios privées, des coéditions qui étaient un peu secrètes pour que finalement le programmateur gagne de l'argent chaque fois que le disque passait à la radio. Aux États-Unis, il y a eu des énormes procès de ce qu'on appelle la payola. Hein, mais justement, depuis, c'est censé être totalement illégal, puisque le grand scandale de la payola, c'est autour des années 60, avec un animateur donc qui s'appelait Alan Freed et qui avait été un peu pris la main dans le sac. Mais du coup, il y a quand même eu un gros retour de bâton derrière. Ça se pratique encore. Ça se pratique encore. Vous savez, c'est comme les excès de vitesse, c'est illégal aussi. Mais je suis pas sûr que ça a diminué. Hein. Ça se pratique d'une façon qui est directe, qui est indirecte. Mais c'est sûr que je vous dis, c'est essentiel pour une maison de disques d'avoir le support des radios. Donc vous comprenez qu'elles ne vont pas se contenter de simplement un programmateur qui dit je n'aime pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, la question n'est plus du tout pour un programmateur est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas. C'est simplement est-ce que ça correspond au format de ma radio. Donc c'est un business qui parle à un autre business. Donc entre gens du business, ils comprennent très bien les intérêts mutuels. Et moi, je ne dénonce pas ça. Hein. Ce que je voulais faire. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que un titre qui n'est pas soutenu par une maison de disques a très peu de chances de passer en radio. Ah, il n'a aucune chance, c'est ça. Vous savez, il n'a aucune chance. Et les artistes ne le savent pas, ça. Les artistes, ils ont des illusions. Moi, j'avais dit à un moment donné, ce que je voudrais, c'est que les artistes gardent leurs rêves, mais perdent leurs illusions. Parce que si on garde ses rêves et qu'on perd ses illusions, ben on peut vraiment progresser dans cette industrie. Si on est dans les illusions, on croit effectivement que ce que les maisons de disques racontent, c'est-à-dire ah oui, on insiste beaucoup auprès des radios, mais elles n'aiment pas trop, etc. Alors qu'ils n'ont même pas envoyé ou qu'ils ont envoyé à un sous-programmateur à qui ça ne plaît pas, mais il n'y a pas vraiment de marketing qui est fait derrière, etc. Malheureusement, les artistes connaissent très peu les coulisses de cette industrie et beaucoup, vous savez, sont quand même, moi je suis en contact avec beaucoup d'artistes, beaucoup sont dans des situations qui sont terriblement dures au point de vue psychologique. Quand vous faites un album, vous avez travaillé pendant des années parfois pour faire un album, vous l'avez signé dans une maison de disques, vous croyez qu'enfin c'est parti et puis il ne se passe rien.
C'est terrible. Ça crée des drames. Vous savez, moi, j'ai connu de vrais drames, des gens qui tombent dans des situations financières très difficiles, mais dans des situations psychologiques, avec divorce, avec des tentatives de suicide, etc. Tout ça, on ne parle pas. Et je regrette qu'aujourd'hui, on ne parle que de la crise du disque, qui finalement ne concerne qu'une toute petite minorité de stars, qui au lieu de vendre 30 millions d'albums, vont en vendre 20 millions, mais tous les autres, tous ceux qui essayent de vivre simplement de ce qu'ils font, ceux-là, on n'en parle pas, et ils sont dans la misère noire. Mais alors, ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon circuit, parce que vous venez de dire, là, envoyer directement en radio, ça sert à rien si on n'a pas de maison de disque. Envoyer à la maison de disque, c'est aussi compliqué. Vous citez une anecdote que je trouve quand même assez fabuleuse. C'est donc les 10 cassettes. Ce magazine hollandais qui envoie des cassettes à toutes les majors et qui donc reçoit un taux de réponse relativement important, disant oui, non, écoutez, là, ça va pas être possible. On va voir ce qu'on peut faire, mais là, pour le moment, non, ça rentre pas dans le cadre et tout. Et le fond de l'affaire, c'est qu'en fait, ils ont envoyé des cassettes vierges. Donc, leur réponse, sans même avoir écouté. Donc, voilà, faut vraiment trouver la porte d'entrée, et c'est ça qui est le plus difficile. Hein. Tout à fait. Et puis, vous savez, pour obtenir même un rendez-vous, c'est très difficile. Et c'est très difficile à Paris. Vous savez, moi, je crois que le music business le plus dur au monde, il se trouve ici. Parce que c'est beaucoup plus facile d'obtenir des rendez-vous à New York, à Los Angeles, ou au Canada, ou en Belgique, ou tout ce que vous voulez. À Paris, c'est très difficile parce qu'à Paris... c'est dû, ça parce que, vous savez, les Français se prennent tous... Je veux dire, un président... Se prennent tous, pourquoi le problème, c'est la hiérarchie en France. C'est-à-dire que dès qu'un Français est responsable de quelque chose, il se prend pour un président qui va refuser, qui va dire non. Moi, je dis, tout le monde vous dira non, mais la France est le pays qui a inventé le non. Hein, j'ai un ami ici qui me disait, mais finalement, la France, les grandes victoires de la France, elles sont basées sur le non. La Révolution, c'était non. Mai 68, c'était non. Et au Québec, où je vis, on rit toujours des Français parce que quand on leur pose une question à une actrice, il y avait une actrice qui était là l'autre jour, on lui dit, alors, vous êtes venu ici pour faire la promotion de votre nouveau film? Elle dit, non, non, je suis venu ici pour présenter mon film. Donc c'est toujours non. Et c'est un pays qui a très fort développé l'esprit critique, mais la France a trop développé l'esprit critique. Et alors, comme les États-Unis sont très naïfs, ont trop développé leur crédulité, il faut un peu un mélange des deux. Et donc, je vous assure, c'est difficile ici d'obtenir. Et même moi, j'ai eu des amis qui faisaient écouter des démos dans des maisons de disques à Paris. Imaginez-vous que le directeur artistique de l'époque, il avait sur son bureau un train électrique. Et alors, il déposait la cassette dans un wagon du train. Et selon que le train, selon l'aiguillage, on savait si on allait être signé ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut traiter des gens comme ça? C'est inouï, c'est inhumain. Et après, on s'étonne que des artistes fassent brûler des bureaux, fassent exploser Mais c'est normal, vous savez, ce sont des gens qui sont à la merci parfois de gens sans cœur et c'est très dur, c'est très très dur. Alors justement, sur la place de l'artiste, vous avez une vision assez particulière. Je voudrais qu'on écoute juste un extrait d'un artiste effectivement qui renvoie une image qui est très construite. Voilà, donc Bob Dylan que vous décrivez comme le baladin, effectivement quelqu'un qui à ses débuts a pas mal manipulé sa biographie, qui s'est fait passer pour pauvre, qui justement s'est vraiment construit, voilà, c'est cette image un peu de bohème, etc. Alors ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui finalement, pour qu'un artiste marche, il faut qu'il soit porteur de valeurs, il faut qu'il se construise une identité, quitte à ce qu'elle soit effectivement très réduite par rapport à tout ce qu'il est. Donc finalement, le succès dans le disque, c'est une affaire d'image, Hubert Mention. Et de marketing, j'ai l'impression. Bien sûr. Énormément. Bien sûr, vous savez, mais quand on emploie le mot image, il faut faire attention, parce que moi, je ne veux pas tomber dans la caricature. On parlait de Madonna tout à l'heure. Les gens qui vont voir un concert de Madonna, pourquoi vont-ils à ce concert? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment la musique de Madonna? C'est ce qu'ils prétendent. En réalité, ils y vont parce qu'ils aiment l'image de Madonna et ils vont consommer un peu de cette identité de Madonna pour se la porter à eux-mêmes. Le show business est un pur business d'identité. C'est-à-dire, je dis que j'aime quelqu'un parce que j'aime les valeurs que cette personne incarne. J'entendais il y a encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, des gens qui me parlaient du fait qu'ils vont aller voir le concert des Rolling Stones, le prochain concert des Rolling Stones. Ils me disaient, j'y vais parce que je veux pouvoir dire que j'y ai été. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la musique. Alors moi je dis... C'est un peu déprimant ça quand même. Non, parce que ça fait partie, si vous voulez, le show business, show ça veut quand même dire l'image, ce qu'on montre. Et business, ça va avec. Et business, ça va avec. Et donc la construction de l'image va aussi avec. Vous donnez l'exemple de Bertrand Cantat qui avait, je crois, déclaré des choses très violentes contre sa propre maison de disques aux Victoires de la musique et qui était en complète contradiction avec les sommes absolument énormes qu'il pouvait recevoir. Mais c'est sûr, et regardez, quand on parle des rebelles, ça me fait toujours rigoler, moi, quand on parle des rebelles dans le music business, il n'y a aucun rebelle dans le music business. Les vrais rebelles, ils sont ailleurs. Mais les vrais rebelles ne signent pas des contrats.
ils n'arrivent pas à temps à des rendez-vous, ça ne les intéresse pas de faire des télés, etc. Ce sont des faux rebelles et c'est une identité qui se donne. Je ne dis pas du tout parce que c'est une fausse image, il y a des gens qui ont une vraie image, mais ce que je veux surtout dire, c'est que si on consomme, si on achète un disque, si on va à un concert, c'est d'abord par amour de la personne avant d'être par amour de la musique. Le livre s'appelle Tout le monde vous dira non. Il est signé de notre invité Hubert Mention, publié aux éditions Autour du Livre, Document Rock. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a beaucoup d'autres choses à lire à l'intérieur et franchement, si vous vous intéressez à ce sujet, vous ne serez pas déçus.